La rentrée des classes pour le gouvernement Christophe Dabiré après un mois de vacances atypiques. La crise sanitaire a fait son effet. L'activité gouvernementale a repris ce 9 septembre avec l'hebdomadaire Conseil des ministres sous la présidence de Rochma Christian Kaboré. Qu'ont-ils fait de leurs vacances? Quels sont les défis de l'exécutif pour cette année? Ambiance à suivre dans un instant. Face aux inondations de ces derniers temps, le gouvernement burkinabé décrète l'état de catastrophe naturelle et annonce une enveloppe de 5 milliards de francs CFA pour la prise en charge des sinistrés. Décision prise en Conseil des ministres ce mercredi. À suivre également dans ce journal, le grand bond en matière d'électrification rurale au Burkina Faso. De 3% en 2015, on est passé à plus de 19% en 2020. 19%, c'était l'objectif pour l'ABER, l'Agence burkinabé d'électrification rurale, qui met ainsi en œuvre le programme présidentiel, l'ABER, qui place la barre encore plus haute. Voici pour les titres de ce 9h30. Bienvenue à tous et merci de nous choisir. La fin des vacances gouvernementales, des vacances plutôt studieuses pour tous, un mois sans Conseil des ministres. Retour au palais présidentiel ce matin, c'est la rentrée pour l'exécutif. Mais avant de s'attaquer au dossier, une question. Comment nos ministres ont passé leurs vacances dans ce contexte particulier? Nos reporters Abdourazak Traoré et Justin Monto ont tendu leur micro. Vous allez bien? Ça va bien. Et vos vacances, monsieur le ministre? Ça a été. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de vacances à coronavirus. Mes vacances en tant que ministre de l'Environnement, la période du mois d'août, j'ai passé mes vacances à travers les multiples reboisons. En tout cas, très bien, très bien. Je les ai passés au village pour la plupart du temps et puis de temps en temps un crochet pour certains dossiers. Sinon, j'ai pu en tout cas réaliser un très beau champ. Et donc, ça m'a permis de me relaxer. Nous, les vacances, c'était sûr dans les champs. D'essayer de parcourir les 13 régions pour voir quel est l'état de la campagne. Bon, mais on peut dire quand même que c'est assez satisfaisant. On a pris quelques retards dans les activités de préparation du budget 2021. Donc, c'est une période que nous avons mis à profit pour pouvoir avancer. Et donc, c'est un dossier pratiquement bouclé qui est prévu donc pour ce conseil. Et nous avons après cela eu une petite semaine qui a pris fin hier. J'ai passé de très bonnes vacances chez moi à Fadangourma, à faire des plantations d'arbres, à rencontrer des personnalités, parce que vous savez que nous sommes quasiment en pré-campagne. Je suis les travaux de construction de la mosquée de mon village. J'ai eu beaucoup d'activités au cours de ces vacances-là. Et en même temps, je préparais le mois de la redevabilité du secteur minier. Je suis un fils de paysan, donc je suis allé. Mais aussi j'ai fait de la politique, vous savez que je suis président de parti politique. Donc nous avons travaillé dans les deux sens. Pendant les vacances, on a passé, comme vous avez pu le constater, sur le terrain. Les bulldozers n'ont jamais cessé de vrombir et je peux vous assurer qu'avec cette reprise, vous aurez encore de belles surprises sur le réseau routier. Vacances? Non. On était sur le terrain. Vraiment, moi j'étais là. J'étais sur le terrain pour voir un peu nos réalisations. J'étais un peu partout, vers Bobo, vers Léo, un peu partout pour voir. Et puis nous, on a des actions sur le terrain. Donc, non, on n'a pas bougé. Moi, je suis là. J'étais au bureau même tout le temps. Donc, on est encore jeune. Mais moi, je n'ai pas eu de vacances. Vous avez vu un ministre de l'administration du territoire avoir des vacances, hein? Surtout en période électorale, parce que nous avons la question électorale que je travaille avec la CENI. Nous avons la situation justement de la saison des pluies. Pas vraiment de vacances donc, retour au dossier. Et ils sont nombreux et brûlants. Santé, éducation, gestion des inondations, insécurité alimentaire ou encore élections couplées. Le gouvernement dit prendre la mesure des défis. Justin Monto, Abdourazak Traoré. Coronavirus oblige, le professeur Claudine Louguet n'a pas véritablement eu de vacances pendant ces un mois. Entre visite terrain et rencontre avec le personnel, le ministre de la Santé était sur le front de la lutte anti-Covid-19. À la reprise, c'est pratiquement la même dynamique qui sera poursuivie. Les priorités, c'est booster le coronavirus du Burkina Faso et assurer la santé des populations. C'est ça mes priorités. D'accord.
Son collègue de l'agriculture entame cette reprise dans un contexte où plus de 3,5 millions de Burkinabés vivent dans l'insécurité alimentaire. Il faut vite activer les leviers de l'assistance alimentaire. Salif Ouedraogo en est conscient. Vous avez vu, l'initiative du président, 1 million de tonnes de riz. Nous sommes dans cette dynamique. Il y a une adhésion populaire des populations et on s'est dit que cela va contribuer à résoudre les problèmes d'insécurité alimentaire. Il y a également le travail qui est fait dans le cadre du développement des différentes filières comme la filière maïs. Vous savez que c'est une filière quand même qui nous permet de pouvoir amortir les chocs dans le domaine alimentaire. Et nous avons mis l'accent là-dessus. Une rentrée gouvernementale à 2 mois des élections couplées, la priorité du chef de l'exécutif n'est donc pas étonnante. Christophe Dabiré veut des élections libres, transparentes et apaisées. Puisse accompagner de la meilleure manière possible les actions qui sont menées par la CENI, la Commission nationale, la Commission électorale nationale indépendante, pour que nous puissions aller vers des élections apaisées le 22 novembre 2020. Et c'est extrêmement important parce que les deux institutions ont vraiment besoin de synergie pour avancer de façon sereine vers ces échéances électorales. La deuxième préoccupation, c'est de reprendre en main les dossiers de développement économique et social de notre pays pour conduire le programme du chef de l'État à son terme. Entre autres défis de développement, la gestion des inondations qui ont submergé des infrastructures routières. Plusieurs localités du pays ont été enclavées par la furie des eaux. C'est là qu'Erika Bougouma entre en scène. Nous avons reçu des instructions fermes. Le gouvernement a reçu des instructions fermes du président du Faso pour nous pencher sérieusement sur l'ensemble de ces quartiers de Ouagadougou, mais également d'ailleurs, qui ont des problèmes d'accessibilité en saison des pluies et le nécessaire va être entrepris. Infrastructure, mais aussi éducation, où le ministre a 2 priorités majeures. Transformer les ENEP en un institut, puis regrouper les lycées scientifiques en un seul centre. C'est la dernière ligne droite du quinquennat. Tous le savent, ils veulent rapidement se mettre au travail pour achever les chantiers qui peuvent encore l'être. Achever les chantiers qui peuvent encore l'être avant les élections couplées du 22 novembre prochain, mais aussi prendre en charge les situations d'urgence nées des récentes inondations. En Conseil des ministres de ce mercredi, le gouvernement a fait le point des sinistres, 13 morts, une vingtaine de blessés, des maisons détruites. L'état de catastrophe naturelle a été décrété par l'exécutif. Plus de précisions avec Abdourazak Traoré. 13 morts, 19 blessés, des maisons détruites, des populations sinistrées. Les récentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Burkina Faso ont fait des désastres. En Conseil des ministres de ce 9 septembre, le gouvernement décrète l'état de catastrophe naturelle. Le Conseil a instruit le ministre de l'économie et des finances à dégager immédiatement une ligne de crédit de 5 milliards pour faire face aux urgences nées de la situation que vous connaissez bien. 5 milliards de francs CFA dégagés, mais pas que. Le gouvernement a instruit les ministres concernés de préparer un plan de réinstallation après catastrophe. En demandant au ministre de l'administration territoriale de voir avec les autorités déconcentrées, de procéder à la réquisition immédiate de toutes les infrastructures publiques pour reloger les sinistrés. Le Conseil appelle évidemment les Burkinabés, qui sont habitués de cela parce que c'est un trait de notre culture, à faire preuve de beaucoup de solidarité entre nous. Au-delà des dossiers urgents liés à la pluviométrie, ce premier Conseil des ministres après les vacances gouvernementales a examiné et adopté le projet de budget prévisionnel 2021. Chiffré à plus de 2240 milliards de francs CFA en recettes et plus de 2780 milliards en dépenses, ce budget va mettre l'accent sur la sécurité et la cohésion sociale, la promotion de la bonne gouvernance, entre autres. Dégageant ainsi un solde budgétaire global de moins 540,80 milliards de francs CFA, correspondant à moins 5,60% du PIB.
Les recettes propres se chiffrent à 1947,22 milliards contre des prévisions révisées de 1664,78 milliards en 2020, correspondant ainsi à un accroissement en valeur absolue de 282,44 milliards de francs CFA et en valeur relative de 16,96%. Autre décision majeure à cette rencontre gouvernementale, c'est la création d'un institut de formation des enseignants du primaire. Il fusionne les 8 écoles nationales en la matière et permet ainsi à l'État d'économiser plus de 900 millions de francs CFA par an. On vous en parlait hier dans cette édition. La gendarmerie de Fadangourma est toujours en quête du propriétaire des explosifs retrouvés dans un car sur l'axe Ouagadougou-Fadangourma. Un sac contenant 22 paquets de 15 bâtonnets de pétards chacun. Il a été présenté hier à la presse. Rémi Lambert-Nibier. Ce sont des explosifs. C'est juste un échantillon des 330 bâtonnets de pétard appréhendés le 1er septembre dernier par le poste de contrôle de la douane sur la RN4 dans un cas de transport en provenance de Ouagadougou. Des explosifs dont la capacité de nuisance est comparable à celle d'une poudrière. Ce sont des explosifs de type secondaire qui peuvent aussi bien être militaires, commerciaux, que fabriqués artisanalement. Chaque pétard pèse, comme on l'a dit plus tôt, 150 grammes. Et 5 de ces pétards-là, en combinaison, je le répète, en combinaison avec d'autres éléments, peuvent vraiment causer d'énormes dégâts. À qui appartiennent ces explosifs? À qui sont-ils destinés et à quelle fin? La brigade de recherche de gendarmerie de Fadangourma, qui a été saisie de l'affaire, n'a jusqu'à présent trouvé des réponses à ces questions. Pendant des heures, les investigations menées n'ont pas permis de retrouver le propriétaire du colis. Il fallait donc faire venir de Ouagadougou les bagagistes du jour et leurs responsables. Les passagers leur ont été présentés, mais ces derniers n'ont pas reconnu celui qui a fait embarquer le sac des explosifs dans le car. De leur explication, il ressort que le sac aurait pu être mis dans le car à leur insu, car il n'a pas été enregistré au courrier. Après un point sur l'évolution de la situation à monsieur le procureur du FAS auprès du tribunal de grande instance de Fadangourma, celui-ci a instruit de libérer tous les passagers et garder les bagagistes pour la suite des investigations. Une situation qui interpelle en premier lieu les compagnies de transport terrestre. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est d'interpeller les uns et les autres, notamment au niveau des gares. Pourquoi les bagages ne sont pas étiquetés au moment de l'embarquement? Et je pense que quand on étiquette les bagages, c'est en fonction des numéros de billets que les passagers ont dû prendre. Mais ce n'est pas le cas ici. Ensuite, ça dit qu'à l'intérieur de la gare, ces explosifs pouvaient également exploser. Voilà. Donc, c'est interpeller tout le monde quant à la manière même de faire le travail. Au niveau des gares, est-ce qu'ils ont des caméras, par exemple, pour surveiller leurs gares? Est-ce qu'ils ont des gens qui sont commis uniquement pour enregistrer les bagages, ainsi de suite? Et s'il y a une organisation, s'il y a une parfaite organisation, une bonne organisation, je vais dire, on peut toujours éviter certaines choses, ou du moins situer clairement les responsabilités lorsqu'on se retrouve face à de telles situations. Pour le moment, aucune charge n'est retenue contre la société de transport en question. Mais l'enquête poursuivrait son cours afin de situer les responsabilités. La région de l'Est avec cette autre découverte à l'origine inconnue, un obus tombé dans le domicile d'un individu à Tangwalbougou, une localité située dans la commune de Fadangourma. Les autorités sécuritaires s'en expliquent. Rien que le 12 août dernier, nous avons un engin blindé qui a sauté sur un IED sur la route nationale numéro 4. Ce sont des faits. Et pour la question de l'obus qui a été découvert, effectivement,
c'est un obus qu'on a découvert, dont le lancement est artisanal. Et donc, vous pouvez imaginer ce que ça peut être. Voilà. Et malheureusement, ça a perforé un toit et c'est tombé dans une maison où, heureusement, les habitants n'y étaient pas. Voilà. Et ça n'a pas explosé. Voilà. Donc, il a été récupéré et détruit. Toujours par les techniciens donc, qui sont avec nous ici. Passer de 3% à 19% d'électrification rurale de 2015 à 2020, un objectif du président du Faso à l'entame de son mandat. Grâce à l'action de l'ABER, l'Agence burkinabé d'électrification rurale, cette promesse est tenue. La dernière localité qui a bénéficié de cette électrification est Kassou, dans le Ziro. Luc Pabelgem. L'électricité est désormais à Kassou, commune rurale de la province du Ziro, dans le centre-ouest. Et c'est M. Énergie du gouvernement burkinabé, Bachir Ismaël Ouedraogo, qui a procédé au lancement ce 3 septembre. Ainsi, Kassou et 22 autres localités de la province seront connectées au réseau, dont la centrale sera implantée à Kassou même. Et nul besoin de rappeler les retombées et les bénéfices attendus de ce projet qui voit le jour. Vous allez voir d'autres entreprises qui vont naître bientôt et qui va permettre d'absorber ces jeunes qui vont souvent dans les rues de Ouagadougou et ils pavanent là-bas, ils ne gagnent pas gain de cause et ils encombrent les gens pour rien. Alors qu'à partir de l'énergie ici, chacun va trouver son petite activité qui puisse faire. Donc c'est pourquoi je dis, je ne peux pas qualifier, je ne peux pas calculer notre joie au jour d'aujourd'hui. L'ABER, l'Agence burkinabé d'électrification rurale, a piloté ce projet qui devient réalité au grand bonheur des populations. Le Gourma et les Ziro sont les provinces bénéficiaires et grâce à ce projet d'électrification rurale dans ces deux provinces, l'ABER annonce que les bénéficiaires passent de 4 000 à 100 000 et aux Ziro particulièrement, on passe de 20 à 45% de taux d'électrification. Il y a très peu, on parlait d'un taux d'électrification rurale de 3% au Burkina. Je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes à 21%, bien au-delà de l'objectif qui était fixé dans le PNDS 19% pour 2020. Et où nous comptons aller, nous avons donc un projet aujourd'hui de finir l'année à 25% et nous avons déjà un pipeline de localités déjà prêtes pour lesquelles nous allons lancer donc des campagnes d'électrification pour arriver donc à 50% à l'horizon 2025. L'Agence burkinabé d'électrification rurale est à 300 localités couvertes à nos jours et 400 autres sont prévues d'ici la fin de l'année. Pour le ministre en charge de l'énergie, le président du Faso a tenu plus que parole dans ce domaine. Dans le cas du PNDS, le président Roch s'est donné pour objectif donc de passer de 3% de la population qui avait accès à l'énergie en 2015 à 19% de la population qui aura accès à l'énergie en 2029. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que nous pouvons vous annoncer que ce sont présentement autour de 21% de la population en milieu rural qui a accès à l'énergie et d'ici donc novembre, nous serons à 25% de la population en milieu rural qui aura accès à l'énergie. Ça vous dit que nous avons plus que quadruplé le chiffre que nous avions vu ici en 2015. Les zones rurales et leurs populations ont aussi droit au développement et les énergies renouvelables sont l'alternative pour que les populations puissent être soulagées. Dans ce sens, les partenaires promettent un accompagnement comme ils le font déjà. Le Burkina, c'est vraiment à tout de pouvoir vraiment bénéficier de l'énergie solaire et ça c'est l'avenir et c'est là où nous allons investir ensemble avec le gouvernement et le secteur privé ici au Burkina. L'Union européenne soutient le projet à hauteur de 5 milliards de francs CFA sur les 7 milliards que coûte l'ensemble, un soutien qui fait partie d'un vaste portefeuille de l'Union soutenant la stratégie 2019-2023 du Burkina Faso en matière d'énergie. Pour que les projets s'exécutent en toute sérénité et pour éviter les blocages, il y a cette catégorie professionnelle qui a un rôle à jouer, les spécialistes en sauvegarde sociale et environnementale. Désormais regroupés en réseau pour mieux accompagner les projets de développement au Burkina Faso et dans la sous-région. Le réseau des spécialistes en sauvegarde sociale a été reçu en audience hier par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Alkassoum Maïga, qui est lui-même spécialiste de la sauvegarde sociale. Archimède Boy. Alkassoum Maïga reçoit ici le réseau des spécialistes en sauvegarde sociale. Cette organisation est venue solliciter l'accompagnement du ministre en charge de l'enseignement supérieur avant le démarrage effectif de ses activités.
Mais que faut-il entendre par sauvegarde sociale? La sauvegarde sociale vise vraiment à éviter et à minimiser les impacts négatifs de la mise en œuvre de projets et programmes qui sont mis en œuvre. Et si nous ne pouvons pas les éviter ou les minimiser, et la sauvegarde sociale aussi vise également à compenser et aussi à bonifier les impacts aussi de ces projets-là. Selon la présidente de ce réseau, la notion de sauvegarde sociale fait défaut dans la mise en œuvre de certains projets et programmes. Et sa structure vient pour combler ce vide. Mais le réseau vraiment vient apporter sa pierre à la prise en compte suffisante vraiment de ces questions-là dans la mise en œuvre des projets et programmes et pour vraiment faire avancer le projet au niveau du Burkina. Parce qu'on a remarqué, il y a le constat qui est là, et souvent ces aspects sont moins pris en compte dans les projets et programmes, et ça peut conduire vraiment à des situations de blocage et même de retard même dans la mise en œuvre des projets. Le réseau des spécialistes en sauvegarde sociale veut accompagner techniquement les acteurs du développement du pays. Bon, l'accompagnement, c'est vraiment en termes d'expertise. Pour aller loin, il faut vraiment s'unir. Donc, nous sommes allés vraiment dans ce sens-là, de s'unir vraiment en réseau, dans un système de réseautage, pour pouvoir mieux accompagner les acteurs. Le ministre Alkassou Maïga a donné son accord de principe pour soutenir son réseau, indique la présidente. Elle annonce par ailleurs une conférence de presse bientôt pour marquer le lancement officiel de ses activités. Religion avec l'arrivée du nouveau représentant du pape au Burkina Faso, le nouveau nonce apostolique Michael Crotty est à Ouagadougou. L'église catholique est en joie. Solange Kaboré à Seine-Konitambe. L'église catholique du Burkina Faso a un nouveau nonce apostolique. Ordonné depuis le 1er février, Monseigneur Michael Crotty foule enfin le sol burkinabé pour prendre fonction. Il est accueilli à l'annonciature par les autorités religieuses de l'église catholique. C'est une grande joie pour notre Église Famille de Dieu au Burkina Faso au Niger, qui retrouve un représentant, un envoyé qui porte un message, celui du Saint-Père, pour renforcer les liens de communion entre les églises locales et le successeur de Pierre, qu'est le Saint-Père. Pour le nouveau nom, c'est un sentiment de joie pour cette fonction d'ambassadeur du pape au Burkina Faso. Je suis arrivé pour porter les salutations, les bénédictions de Saint-Pierre à tout le peuple du Burkina Faso et aussi du Niger. Et je suis très content d'être ici ce soir et pour les années que la Saint-Pierre me permette de rester ici. Né en mars 1970, Monseigneur Michael Crotty a été ordonné prêtre le 3 juillet 1994. Titulaire d'un doctorat en histoire canonique de l'Église, il remplace ainsi Monseigneur Pierre Giorgio Bertoldi, qui a terminé sa mission depuis avril 2019. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.